7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Énième controverse politique et médiatique pour la France insoumise et le camp du Front populaire. Depuis ce week-end, la candidature de Raphaël Arnaud dans la première circonscription du Vaucluse suscite la polémique. Ce militant antifasciste est le fondateur et le porte-parole de la Jeune Garde, un mouvement d'extrême gauche ouvertement violent qui revendique des agressions de militants patriotes. Raphaël Arnaud lui-même participe régulièrement à ces agressions et menace, comme vous allez le découvrir, chers auditeurs. Il est également fiché S pour son appartenance à la mouvance d'ultra-gauche, une information révélée par l'Incorrect et confirmée par l'AFP. Raphaël Arnaud n'est pas un cas isolé au Front populaire d'ailleurs, puisque la coalition d'extrême gauche n'a aucun complexe à investir des candidats au profil douteux. Rima Hassan, convoquée par la police pour apologie du terrorisme, Sébastien Delogu, épinglé pour avoir appelé des jeunes de cité à faire s'organiser pour faire sauter la mairie, je cite. Dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon déclare que ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Alors comment des partis institutionnels peuvent-ils investir des candidats dont le profil et les propos posent problème ? Est-ce un choix stratégique assumé de la part de la coalition du Front populaire ? Avec nous pour en parler, Alice Cordier, Arthur de Vatrigan et Catherine Jaouen. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors pour vous représenter rapidement, Alice Cordier, vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis. Vous avez eu affaire directement à Raphaël Arnaud, on va en parler. Catherine Jaouen, vous êtes députée sortante du Rassemblement national dans la première circonscription du Vaucluse et candidate face à Raphaël Arnaud. Vous aurez la parole dans un instant puisque vous avez tiré la sonnette d'alarme avec un communiqué de presse à ce sujet. Et puis enfin, Arthur de Vatrigan, vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. Et c'est vous qui avez révélé donc que Raphaël Arnaud était fiché S, information confirmée par l'AFP, nous le disions. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Et donc, Catherine Jaouen, je commence par vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en détail qui est donc Raphaël Arnaud et pourquoi vous avez choisi d'écrire ce communiqué pour vous indigner de sa candidature aux prochaines législatives ? Oui, bonjour. Donc Raphaël Arnaud, mais vous l'avez parfaitement décrit, il est porte-parole de la Jeune Garde. Quand on regarde le CV et l'activité de ce monsieur, on se rend compte qu'il est fiché S, c'est une Jeune Garde antifasciste, etc., etc. Et ça a été un choc de voir que LFI nommait Raphaël Arnaud comme candidat face à moi, donc dans la première circonscription, parce que malgré que la ville d'Avignon soit dirigée par un maire socialiste, Cécile L, on n'a jamais eu cette violence sous-jacente et prenante comme ce type de personnage peut le véhiculer. Voilà. Donc j'étais inquiète et je considérais que Madame le maire n'avait quand même pas à accepter ça dans notre ville. Et effectivement, visiblement, l'appel a eu une résonance puisqu'elle soutient un autre candidat qui a été nommé par les socialistes. Voilà. Alors, place au second témoignage. Alice Cordier, je me tourne vers vous. Vous avez été menacée de mort par Raphaël Arnaud. Tout à fait. Alors, c'est un militant auquel j'ai affaire depuis maintenant de nombreuses années, puisque dans le cadre de l'association donc Némésis, on a très souvent été confronté à la Jeune Garde, qui, je le précise, s'est confrontée à nous. Ça n'a jamais été des faits de violence, évidemment, de notre part. Mais eux ont pour mission autoproclamée de venir purifier l'espace public de toute présence considérée comme fasciste selon leur propre définition. Donc, ça commence assez tôt, je pense qu'à partir des centristes, ils considèrent que c'est déjà trop. C'est des gens qui ont l'habitude de menacer, c'est arrivé même récemment encore, des personnes âgées qui tractaient pour le RN, et de les menacer presque physiquement. Donc nous, on a eu affaire à eux dans le cadre de manifestations. Vous savez, on a l'habitude d'aller dans des manifestations féministes avec des pancartes où on met en avant nos arguments, notamment sur la question migratoire. Et oui, on a toujours été... plusieurs fois, on a eu de la Jeune Garde face à nous qui nous attaquait littéralement, physiquement. Et c'est toujours des groupes d'hommes face à nous qui étions pacifiques et qui sont une majorité de jeunes filles d'une vingtaine d'années. Donc ça a toujours été assez violent, leur façon de faire. Et puis, il y a eu aussi tout récemment, la violence est montée
je dirais pas d'un cran, parce que c'est un petit peu différent, mais la brutalité des mots et des menaces était forte. Lors de l'hommage à Dominique Bernard à Lyon, j'ai Mila, qui est sympathisante de Némésis, Mila que tout le monde connaît, puisqu'elle s'est fait connaître sur ses propos anti-islam, qui s'est rendue, qui a été menacée par Raphaël Arnaud et par des gens de la Jeune Garde. Elle ne savait pas qui c'était à ce moment-là. Par crainte de son intégrité physique, elle a enregistré en fait l'extrait où elle se fait menacer. Et dans le cadre de cet extrait, Raphaël Arnaud lui demande ce qu'elle pense de Némésis. Elle dit qu'elle adhère à un certain nombre de nos principes. Et de là, il lui explique que, je cite, eh bien, si cette bouffonne d'Alice Cordier vient, on n'hésitera pas à lui mettre une balle dans la tête. Grosso modo, c'est ce qui a été dit, ce qui a été enregistré, ce qui a été ensuite diffusé par mes soins sur les réseaux sociaux pour qu'on se rende bien compte de qui est cette personne. Je n'ai pas pu porter plainte directement. Enfin, en tout cas, nos avocats nous ont plutôt conseillé de porter une main courante, tout simplement parce que c'était dans le cadre d'un enregistrement. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas menacé de face à face, ni par écrit directement. Et vu que ça a été un enregistrement que j'ai ensuite diffusé, voilà, on nous a conseillé de plutôt poser une main courante. Sans malheureusement grand espoir que ça donne quelque chose, mais je pense qu'une plainte contre X aurait donné le même résultat. Malheureusement, on a porté plainte plusieurs fois contre Raphaël Arnaud, mais en fait, il paraît que ce soit dans le cadre en fait de manifestations et de confrontations ou dans le cadre de menaces par personne interposée. En fait, on ne peut pas prouver directement que c'est lui qui a commis les actes de violence ou les menaces, donc on est obligé de porter plainte contre X ou de poser une main courante. Je reviens vers vous dans un instant, Alice Corday, Catherine Jaouen et Arthur de Vatrigan. Tout de suite, il est 8h02. C'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors nous reprenons cette table ronde. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter le fameux extrait où l'on entend Alice Cordier donc se faire menacer par Raphaël Arnaud. Bouffonne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Voilà, donc une certaine violence décomplexée puisqu'elle est justifiée par la lutte contre le fascisme dans les rues. La Jeune Garde l'explique souvent, tous les moyens sont bons pour purifier l'espace public. Ce sont les termes que nous rappelait à l'instant Alice Cordier. Arthur de Vatrigan, qu'est-ce que vous pensez de cette décomplexion de l'ultra-gauche ? On parlera ensuite donc de ses liens avec la gauche plus institutionnelle. Il n'y a rien d'étonnant parce que le principe de la gauche, c'est d'établir le paradis sur Terre. Donc, quand vous voulez établir le paradis sur Terre, vous éradiquez tout ce qui empêche d'installer le paradis. Donc, tous les moyens sont bons. Maintenant, on va peut-être appeler Raphaël Arnaud par son vrai nom de famille parce qu'il se présente à la législative. Donc, c'est Raphaël Archeneau. Il n'a pas une fiche S, mais il en a 3. Les 3 ont été renouvelés une fois et quand vous ouvrez son casier, il y a écrit mention dangereux comme la même mention que pour les fichiers S qui sont en lien avec la mouvance islamiste. Donc c'est pas la petite fiche S du roi coup du coin, quoi. C'est vraiment on prévient la police que si vous le contrôlez, ça peut être dangereux. Il y a une nouveauté depuis 2017 avec les antifas, c'est que jusqu'à présent, ils étaient largement abstentionnistes parce qu'ils se réclamaient d'un communiste révolutionnaire qui n'existait que dans leur petit cerveau de bourgeois. Sauf qu'avec Mélenchon, en 2017, l'arrivée de Mélenchon, ce dernier a flatté leurs bons instincts, parce qu'il trouvait, si vous voulez, Nathalie Arthaud trop ouvrière, Roussel trop français. Mélenchon, c'est la destruction. C'est-à-dire que il s'adresse directement aux petits citadins et qui voient de la peste brune partout, avec leurs petites loupes déformantes, et assume complètement la violence. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le discours de Jean-Luc Mélenchon en 2017, il dit « Les jeunes tapaient dans le tas, il faut que le pays se réveille ». Bon, Archeneau, il entend ça, il est content, il dit « Cool, je vais pouvoir faire des petits capots ». Donc, ils ont été utilisés par l'extrême gauche comme service de sécurité, ce qui permettait de taper dans le tas comme il fallait avec la légitimité du brassard sécurité. Et en même temps, ils sont encouragés par les députés LFI de dire qui assument clairement que si les urnes ne leur conviennent pas, ils iront dans la rue. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais condamné la violence antifa. Et là, on comprend un peu mieux pourquoi. C'est parce que, en plus d'être une armée de réserve et des petites milices qui fait plaisir en ratonnant dans les rues de Paris ou dans les rues de Lyon, on peut aussi maintenant les présenter aux législatives. Catherine Jaouen, je me tourne vers vous. Est-ce que vous envisagez une victoire de Raphaël Arnaud pour les prochaines législatives ? Et en cas de victoire, est-ce que vous craignez que ça ait une influence sur la sécurité de votre circonscription ? Donc, je n'envisage aucune victoire de ce monsieur sur ma circonscription. C'est une quasi-certitude.
Et si par malheur il était élu, ça serait dévastateur, c'est une certitude. Voilà. Le combat est mené, je vais me retrouver avec finalement 2 candidats de gauche, un légèrement plus modéré, ou en tout cas qui donne, je ne sais plus son nom, là, comment il s'appelle, Philippe Pascal, voilà, ou en tout cas qui donne une image beaucoup plus lissée que Raphaël Archenot. Voilà, mais je ne pense pas. Il y a une forme d'équilibre à Avignon. Alors, peu importe les raisons de cet équilibre, on en parlerait peut-être sur un autre sujet, mais je ne pense pas que ça passe. Alors, en revanche, ce qui est inquiétant, c'est la manière qu'ils vont avoir de mener cette campagne électorale. Pour le moment, il est complètement absent sur la circonscription. On ne le voit pas. On dirait presque que c'est juste un effet d'annonce. Voilà. Mais c'est extrêmement inquiétant. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il avait été reçu à l'Assemblée nationale le 3 avril 2023 dans le cadre d'un débat sur l'extrémisme de l'ultra-droite. Voilà, donc on a reçu ce monsieur à l'Assemblée. Je l'ai découvert quand j'ai vu sa candidature, je n'étais même pas au courant. Il était intervenu à l'Assemblée. Quand on lit son discours, c'est un discours de manipulation, de mensonge, dont on connaît leur méthode. Voilà. Et c'est vraiment inquiétant de voir des gens comme ça monter et surtout d'être cautionnés. Alors déjà à l'Assemblée nationale, je trouve ça particulier. Je ne comprends pas que la présidente à l'époque ait accepté que ce monsieur rentre dans l'Assemblée nationale, puisque on connaît l'histoire aussi. Elle s'était opposée à l'intervention d'une militante extrémiste déjà qui avait été invitée par LFI. Et là, elle n'a rien dit. Voilà. Donc il a pu sortir tout son petit discours, qui est de la manipulation pure. J'engage les gens à aller le lire. Vous le trouverez sur Internet, à l'Assemblée nationale, 3 avril 2023. Et ça décrit le personnage et la manière de fonctionner de ces gens. Voilà. Alors, j'en profite pour vous repartager cette information, chers auditeurs. Aujourd'hui, une pétition va circuler pour exiger la dissolution de la Jeune Garde et surtout expulser le peut-être futur député Antifa, on n'espère pas, mais donc Raphaël Archenot. On vous invite à signer cette pétition et puis nous partagerons le lien sur nos réseaux et on vous le redonnera en fin d'émission. Alice Cordier, je me tourne vers vous. Au sein de LFI, il y a aussi des profils qui menacent les femmes, alors tant par les idéologies qu'ils soutiennent que par leur comportement privé. Je pense à Adrien Quatennens qui a officiellement renoncé à sa candidature puisque une autre candidate de gauche s'est opposée à lui. Est-ce que la montée de la France insoumise vous inquiète ? Est-ce que ce nouveau Front populaire vous inquiète en tant que femme puisque vous êtes présidente donc de ce collectif féministe Némésis? Bien sûr, ça m'inquiète énormément. Les différentes études de sondage montrent quand même, outre une potentielle victoire du RN, des chiffres sur ce front de gauche qui sont alarmants, réellement, d'autant plus quand on connaît leur programme. Voilà, ils sont pour la naturalisation presque de tous les migrants sur le territoire. Enfin, je veux dire, c'est assez lunaire d'ailleurs comme un programme, mais qui ne renvoie même pas une image sérieuse. Et c'est ça qui est fou avec eux, c'est qu'ils ne cherchent même pas à s'institutionnaliser vraiment. C'est-à-dire que le jour où j'ai été menacée, ça a quand même pris sur Twitter, les gens en ont parlé, etc. Et le lendemain, il y avait Carlos Bilango, Antoine Léaumont et un troisième qui posaient avec Raphaël Arnaud en guise de soutien face au harcèlement qu'il devait subir. Enfin, je veux dire, il se décrédibilise totalement en s'affichant aussi avec ce genre de personnes. Carlos Bilango et toutes les semaines à venir s'entraîner à la boxe avec la Jeune Garde de Strasbourg. Je veux dire, c'est quand même grave de voir ce genre de comportement de la part d'élus de la République qui n'ont même plus peur. Mais ça, c'est le propre de la gauche, de ne jamais s'excuser. En fait, de s'afficher avec des éléments groupusculaires violents. Et il y a encore quelques années, j'étais moins inquiète par eux parce qu'en fait, ils restaient dans une bulle groupusculaire, ils n'étaient pas du tout institutionnalisés, ils n'étaient pas reçus à l'Assemblée nationale. Madame la députée l'expliquait bien. Et là, de voir en fait des députés
qu'on le veuille ou non, ça reste quand même des députés. C'est-à-dire que quand les gens voient ça de l'extérieur, ils se disent ah bah du coup ça veut dire que Raphaël Archenot est potentiellement fréquentable. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui a mené aujourd'hui d'ailleurs à sa candidature, c'est que ils l'ont rendu potentiellement fréquentable et on oublie en fait presque son passé. Et c'est ça voilà que je trouve assez hallucinant de la part de la France insoumise, mais là encore pas étonnant quand c'est quand même la gauche extrémiste. Alors, même si ces politiques contribuent à rendre ce genre de profil fréquentable, on a quand même eu un certain soulèvement médiatique contre Raphaël Archenot. Et pourtant, la France insoumise ne semble pas plus gênée que ça. Alors, Arthur de Vatrigan, pourquoi est-ce qu'il y a une telle décomplexion? Est-ce qu'il y a une stratégie? Pourquoi est-ce que la France insoumise continue de soutenir ce genre de candidat alors que, pour le coup, ça fait un petit peu polémique quand même? Parce que déjà, la plupart des gens de gauche sont fait amputer de la gêne et de la honte à la naissance. C'est un charisme particulier. Ensuite, leur principe, Alice Cordier l'a dit, c'est qu'ils s'excusent jamais. Et de toute façon, ils peuvent pas s'excuser parce qu'on leur demande jamais d'excuses. Faut regarder juste leur passif, leur histoire, l'histoire de leur parti. Moi, pendant les élections européennes, j'ai vu le candidat communiste expliquer je suis fier de l'histoire de mon parti. Quand on regarde l'arrière-boutique, c'est un record d'immondice, quoi. Il y a tellement de saloperies sous le tapis que c'est devenu un rooftop aujourd'hui. Et le type le dit clairement, dit j'assume et j'aime l'histoire de mon parti. Et personne leur dit il y a quand même un petit problème avec l'histoire de votre parti, entre les trahisons, les purges, les gens balancés dans la Seine, les femmes rasées, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça, ils ont pris l'habitude. Mais là, ce qui est assez effrayant, c'est que alors depuis 2017, le centre de la gauche est devenu l'extrême gauche. Les autres sont juste des partis satellites et on voit même aujourd'hui dans la négociation, alors que Glucksmann est arrivé en tête des européennes, c'est LFI qui remporte la mise avec la majorité de circonscriptions. Donc clairement, l'extrême gauche est devenu le centre et les autres se rallient et donc forcément c'est la radicalité qui gagne. Les autres suivent et de temps en temps se bouchent un peu le nez ou disent oui mais quand même c'est pas très bien mais on y va quand même. Et le programme de l'extrême gauche est très clair, c'est le grand remplacement. Lui, il y croit, Jean-Luc Mélenchon, il y croit et il mise dessus. Vous avez diffusé un extrait au début d'émission de sa déclaration. Lorsque je suis né, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger, dorénavant c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un sérieux problème à la cohésion de la société. On a compris ce que ça voulait dire. Et ça se traduit dans le programme du Front populaire, c'est-à-dire le programme qui rallie l'immonde Poutou à François Hollande. C'est abroger la loi Asile et Immigration, réviser le pacte Asile et Immigration. Donc comme ça, on enlève toutes les problématiques juridiques. On met en place une agence de sauvetage en mer et sur terre. On crée une voie légale et sécurisée d'immigration, c'est-à-dire un pont entre l'Afrique et la France. On supprime les conditions qui empêchent les déplacements entre Mayotte et le reste du territoire, sachant que Mayotte est une zone de transit et la zone privilégiée. On met fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile, donc là c'est open bar. On garantit l'accès à l'AME, on construit 200 000 logements et on fait une loi pour garantir le droit au logement effectif. Ça s'appelle Renaud Camus avait décrit comme écrivain, c'est-à-dire il avait fait un syntagme, il avait décrit ce qu'il voyait lorsqu'il écrivait un bouquin sur un petit village de la France en disant c'est ça un grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, lui, l'a théorisé et le met en application. Et les autres mouvements de gauche, tous ceux qui rallient le Front populaire, signent ça. Donc on ne pourra plus expliquer aujourd'hui que c'est pas une théorie, que c'est une théorie fumeuse d'extrême droite. Sinon, c'est une théorie de gauche et qui est mise en application. Alice Cordier, quand vous voyez le nombre de Français prêts à voter pour la France insoumise, est-ce que vous êtes inquiète de tout ça? Aujourd'hui, on parlait donc là à l'instant avec Arthur de Vatrigan du programme de la gauche. En réalité, aujourd'hui, le principal vote pour LFI et plus largement pour le nouveau Front populaire, c'est surtout un vote de barrage au Rassemblement national. Est-ce qu'il ne serait pas temps de diaboliser justement ce nouveau Front populaire et de faire éclater au grand jour les personnes qu'ils veulent mettre en place et les lignes de leur programme, peut-être de partager leur casserole? Les élections nous le diront, en fait, si ça marche ou pas. Parce que là, il y a eu toute une horde d'influenceurs, mais même plus d'influenceurs, mais de joueurs de foot, même Kylian Mbappé qui nous a donné ses intentions de vote dont tout le monde se fiche, je pense. Je veux dire, il y a quand même s'il n'y arrive pas avec tout ça, c'est que vraiment, la droite a été...
ce qu'on appelle l'extrême droite a été quand même bien dédiabolisée parce que pour le coup là ils utilisent les grands moyens. Donc moi je suis curieuse de voir un petit peu les scores que vont être qui vont arriver fin juin début juillet. Je suis le RN est quand même en haute position, je veux dire. Il y a quand même une réalité à ce niveau-là qui est sans précédent. Et je pense qu'il est temps, en effet, que la droite aussi s'organise et n'hésite pas à diaboliser. C'est-à-dire que moi, très souvent, j'ai entendu dire des gens de droite avoir de toujours m'expliquer qu'il ne fallait pas utiliser les armes de l'ennemi. Mais moi, je ne suis absolument pas d'accord. Quand l'arme de l'ennemi, elle est efficace, il faut faire exactement la même chose. Je veux dire, je trouve ça excellent que voilà, Arthur de Vatrigan via l'incorrect, Juliette Briens, et diffuser la fiche S de Raphaël Arnaud. Je veux dire, eux n'auraient eu aucun scrupule à le faire à notre égard. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser les mêmes outils. Il faut qu'on commence aussi à avoir de véritables influenceurs de droite aussi, essayer de plus flirter avec les jeunes, chose qu'on ne fait pas encore selon moi. Je pense qu'il faut mettre en place une stratégie, mais là c'est un peu compliqué là sur 3 semaines, mais pour les années à venir, de vraiment aussi, quitte à utiliser aussi du mimétisme par rapport à ce qu'ils font, mais je pense qu'il faut s'inspirer de la gauche pour mieux réussir. Je pense que c'est assez efficace. Catherine Jaouen, vous entendez cet appel de Arthur de Vatrigan et de Alice Cordier à accentuer la pression médiatique, politique sur ce genre de profil, comme celui de Raphaël Archenot. Est-ce que vous comptez y consacrer une partie de votre communication de campagne ? Ah, mais certainement. Il faut attirer l'attention des gens sur le risque que représente ce personnage. En tout cas, les idées qu'il véhicule, cette violence permanente. Et puis surtout, comme a été évoqué tout à l'heure, le grand remplacement. On en est là. Voilà, donc il faut vraiment réagir. Nous sommes un parti souverainiste, tout le monde le sait. La France a toujours accueilli toutes les personnes qui souhaitaient s'identifier à la France. Lui, ce qui est terrible, c'est qu'il est français et que justement, il crée des liens avec des mouvances dont on connaît parfaitement les buts. Voilà. J'ai aussi, il faut aussi attirer l'attention quand même sur le financement de ce type de personnage. Donc, je pose la question, de quoi est-ce qu'il vit ? Voilà. Donc, on sait pertinemment ce qui est véhiculé derrière ces groupuscules, parce que je me refuse à leur donner le nom de parti ou de les légitimer, de quelque manière que ce soit. Et voilà, donc c'est un sujet sur lequel nous nous pencherons. C'est une évidence. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais le combat ne fait que commencer et nous sommes là pour rétablir les équilibres. Ça, c'est une certitude. Il faut que les gens le sachent. Et comme le disait Madame Cordier tout à l'heure, c'est les urnes qui vont parler et on fait face quand même à un grand soulèvement en France. Voilà. Les arguments de l'extrême gauche et de la gauche en général pour lutter contre le Rassemblement national, ce sont des arguments de peur. On entend beaucoup en ce moment. Si le Rassemblement national passe, il y aura de la violence contre les femmes, de l'inégalité, il y aura de la violence dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça face à ces profils qui eux-mêmes sont déjà très violents ? Voilà, alors je fais partie du groupe des 88 députés initialement élus à l'Assemblée nationale, autour de Marine Le Pen. Je vais vous parler de moi, parce que c'est quand même le meilleur sujet que je connaisse. Je suis avocat. Mes dossiers préférés dans mon cabinet, et gratuits d'ailleurs, ont été destinés aux femmes battues. Voilà, donc c'est un combat que j'ai mené et que je continue à mener par la politique, puisque je suis toujours avocat. Voilà, déjà pour exemple, Marine Le Pen ne supporterait certainement pas ça, donc déjà les femmes ne craignent rien. Jordan Bardella s'est exprimé hier sur qu'on comptait faire avec les femmes et pour combattre justement ces idées stupides que LFI tente de faire passer, puis la gauche en général, parce qu'il faut arrêter de dire LFI, ils se soutiennent tous, donc voilà. Donc les minorités n'ont rien à craindre avec nous, à partir du moment où chacun tient sa place et chacun se comporte correctement. Il n'y aura certainement pas de passe-droit pour les gens qui feront acte de violence, en particulier contre les femmes. Nous avons voté l'intégration de l'IVG dans la Constitution. Nous sommes vigilants sur tous ces féminicides, etc. Voilà. Notre parti n'est certainement pas là-dedans. Ça n'est certainement pas ce que nous souhaitons.
Nous sommes surtout là pour redresser au départ l'économie de la France parce que c'est une catastrophe. Alors effectivement, il va y avoir des mesures qui vont pas plaire à certains, mais c'est pas grave. Et quant à la gauche, par contre, je fais passer le message, je profite de votre antenne pour dire que ce sera le chaos. Voilà, nous serons directement sous tutelle du FMI parce que ce que eux proposent, c'est tout simplement irréalisable. Et la France sera déjà sous tutelle, tel que je viens de le dire, mais les gens et les entreprises déserteront. Voilà. Donc, on retombe sur le grand remplacement, effectivement. C'est leur programme. Merci beaucoup Catherine Jaouen d'avoir été parmi nous. Alors il me semble qu'il faut que je vous libère un peu avant la fin de cet entretien puisque vous avez rendez-vous en pleine campagne. Merci beaucoup et puis bon courage à vous. Et vous pouvez dire, je dis à Madame Cordier, elle peut compter sur moi si elle a besoin de quoi que ce soit. Je peux mettre mon métier au service de ce qui s'est passé pour elle. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci. Merci Madame. Merci, au revoir. Merci Catherine Jaouen. Alors, je continue avec vous, Alice Cordier et Arthur de Vatrigan. On parlait de ces violences. Là, à l'instant, Catherine Jaouen nous expliquait que ça serait le chaos dans les rues. Finalement, est-ce qu'en cas de victoire de la gauche, ça viendrait légitimer justement toutes ces actions violentes de l'ultra-gauche et même plus largement des émeutiers, puisqu'on a déjà plusieurs candidats de gauche qui avaient appelé justement à l'intensification de ces émeutes. Je pense à Sébastien Delogu, qui avait interpellé des jeunes de cité en les incitant à s'organiser pour faire sauter la mairie lorsqu'il y avait eu les émeutes. Est-ce que vous craignez un embrasement de la France ? Je vais juste revenir sur ce qu'a dit Madame le député, mais c'est dommage qu'elle soit plus là. C'est pour commencer à combattre la gauche, ce serait bien de ne pas utiliser les mots de la gauche. Parce que pour justifier qu'ils sont pas violents contre les femmes, user du mot féminicide, une invention de gauche qui ne veut dire strictement rien, qui ne veut rien dire, et brandir l'IVG dans la Constitution, déjà c'est utiliser et se plier au magistère moral de la gauche. C'est dommage qu'elle soit plus là, parce que je le dis dans le dos, c'est pas très correct. Mis à part ça, évidemment que la gauche va jouer sur ça. De toute façon, encore une fois, Clémentine Autain l'avait dit en 2022, si les urnes ne nous donnent pas raison, on fera la politique dans la rue. Donc la gauche a toujours usé de ce moyen-là. La violence a toujours été considérée comme un outil légitime par l'extrême gauche, qui est aujourd'hui aux manettes de la gauche. Donc évidemment qu'ils vont jouer là-dessus. Après, on a vu quand même aux manifestations de dimanche qu'on annonçait comme massives, ultra-violentes. Ça fait pchit, il y avait quand même pas grand monde. Il y avait des violences certes, mais pas plus qu'un 1er mai ou qu'un 14 juillet. Ouais. Et si les jeunes de cité savaient s'organiser, étaient un minimum intelligents, ils auraient pris le pouvoir en France depuis bien longtemps. Alice Cordier, est-ce que vous pensez que la distinction entre les mouvances d'ultra-gauche et d'antifa et la gauche plus institutionnelle est encore une distinction pertinente, ou est-ce qu'il y a désormais une porosité déclarée entre ces deux milieux ? Oui, il y a une porosité maintenant qui ne se cache plus. Comme je vous le disais, ils ont des liens extrêmement étroits, voire amicaux. Et on n'est pas étonné d'ailleurs de les voir posés à côté. D'ailleurs, quand la fichesse de Raphaël Arnaud a été dévoilée, Emmanuel Bompard s'est précipité sur Twitter pour lui apporter son soutien. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou quand on y pense. On imagine pas du tout la même situation à droite avec des militants... je pense notamment à la marche du CNFM qui serait candidat pour une circo RN. Enfin, je veux dire, vu comment le Rassemblement national aujourd'hui a essayé en tout cas d'effacer tout lien avec un certain nombre de groupes passés, ça serait assez étonnant. Et bien, eux, ils font l'inverse en fait. Et en fait, ce qui est assez... c'est pour ça que je me dis, moi, j'attends de voir quand même. J'attends de voir les résultats. Mais c'est quand même assez fou de voir ce côté assumé et de vouloir institutionnaliser des personnes violentes. Après, la révolution et la révolte a toujours fait partie de l'ADN de la gauche et elle s'est toujours fait connaître comme ça. Mais c'est sûr qu'en tant que militante de terrain, je vous assure que c'est frustrant, en fait, de se dire qu'on est face à des gens qui ont été violents avec nous, qui n'ont jamais été condamnés pour ça, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, du fait que c'est difficile de prouver que c'était lui exactement, puisque quand vous faites agresser, évidemment, vous avez autre chose à faire que de filmer à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu frustrée de voir ce genre de situation arriver. Le fait même que la LFI ne retire pas sa candidature, c'est assez fou. Et en même temps,
d'une certaine façon, c'est bénéfique, puisque toute la campagne, Madame la députée, en tout cas, je pense, devrait capitaliser pas mal sur ça. Elle pourra leur rappeler que c'est quand même un fichier S, etc. et tout. Et ça ne sera pas oublié de sitôt, je pense. Mais écoutez, on l'espère en tout cas, on va tout faire pour. Merci beaucoup Alice Cordier d'avoir été parmi nous. Vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis. Bon courage aussi pour votre militantisme au quotidien qui se révèle donc assez compliqué à l'occasion. Vous nous l'avez expliqué lorsque vous êtes face à ce genre d'individus. Et puis merci à vous aussi Arthur de Vatrigan. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect et vous avez révélé justement que Monsieur Raphaël Archenot était triplement fiché S. Merci à tous les deux pour votre participation, bon courage et puis à très bientôt.